Pour Noël, mes parents ont offert à ma fille de 9 ans, Chloé, un iPhone flambant neuf. Ses yeux se sont illuminés d'une joie pure. Puis elle l'a allumé, a froncé les sourcils et a demandé « Maman, c'est qui, lui ?» J'ai regardé l'écran d'accueil et je suis restée pétrifiée. Je n'ai pas décroché un mot. Mais 2 heures plus tard, le mari de ma sœur, Julien, hurlait. Mon père me suppliait de ne pas porter plainte, et ma mère restait totalement silencieuse. Je n'avais pas remis les pieds dans cette maison depuis presque 2 ans. Pas depuis notre dernière violente dispute où j'avais dit clairement à mon père et à ma mère que s'ils franchissaient encore une seule limite avec moi ou ma fille, c'en serait fini de nous. Mais le temps a cette capacité de distendre les souvenirs et d'en flouter les contours. J'avais commencé à douter de moi-même, à me dire que j'avais peut-être surréagi, qu'ils étaient juste de la vieille école et que ce n'était sans doute pas si grave. Et puis Noël est arrivé. Ils nous ont invités début décembre en disant qu'ils voulaient faire quelque chose de spécial cette année et qu'ils avaient fait un travail sur eux-mêmes. Et, par pure stupidité, je les ai crus. Je menais une vie discrète depuis mon divorce, mon ex-mari ayant été un autre genre de désastre. Alors, quand j'ai vu Chloé rayonner à l'idée de passer Noël avec ses grands-parents, j'ai cédé. Nous sommes arrivés les bras chargés de cadeaux, j'avais préparé des sablés de Noël maison et nous portions toutes les deux des pulls assortis. Cette ambiance de téléfilm de Noël commençait d'ailleurs plutôt bien. Ma mère a serré Chloé dans ses bras plus longtemps que d'habitude et mon père a même aidé à dresser la table. Pas de tension, pas de pique. Ils ont distribué les cadeaux en souriant comme si rien de mal ne s'était jamais produit entre nous. Puis vint le moment du gros cadeau, celui qu'ils avaient gardé pour la fin, une petite boîte brillante avec un ruban rouge et le nom de Chloé écrit en lettres dorées. Elle l'a déchiré et a poussé un cri de joie avant même que le papier ne touche le sol. Un iPhone de dernière génération. C'était trop, honnêtement, mais elle rayonnait, les embrassait et sautillait sur place. Je n'ai rien dit, me disant qu'ils essayaient peut-être enfin de faire un effort. Elle l'a allumé. Le logo Apple est apparu, puis l'écran d'accueil s'est affiché. Elle s'est arrêtée de sourire. Elle a penché la tête et m'a regardée. Maman, c'est qui ? Je me suis approchée, confuse, pensant qu'ils avaient pris un selfie ou quelque chose du genre, mais c'est là que je l'ai vu. C'était une photo de Thomas, son père. Chloé n'avait jamais vu son visage. Je ne lui avais jamais montré de photo, je ne lui avais jamais dit qu'il était mort. Il s'était tué dans un accident de voiture 3 semaines avant sa naissance. Pendant des années, j'avais raconté qu'il travaillait à l'étranger, en attendant qu'elle soit assez grande pour comprendre, pour pouvoir lui dire d'une manière qui ne la briserait pas. J'ai senti tout le sang quitter mon visage. Je n'ai pas dit un mot. Ma mère est soudainement devenue très silencieuse. Mon père a commencé à tripoter nerveusement le coin de la nappe et Julien s'est mis à rire bêtement comme si c'était une blague hilarante. Chloé me regardait, attendant une réponse. Je lui ai dit que nous devions partir immédiatement, sans excuse. J'ai remballé nos affaires, j'ai dit un au revoir glacial et j'ai démarré avant qu'il ne puisse poser de questions. Mais dans ma tête, quelque chose s'est brisé. Je savais exactement ce qu'il faisait. Cette photo n'était pas une erreur. C'était un message, une punition pour les avoir tenus à l'écart de Chloé, pour avoir osé fixer des limites, pour avoir quitté le giron familial et lancé ma propre entreprise sans eux. Il s'était servi de ma fille pour me l'envoyer. 2 heures plus tard, mon téléphone explosait. Julien hurlait dans le haut-parleur, m'accusant d'être dramatique. Mon père me suppliait de ne pas en faire une montagne, et ma mère ne disait toujours rien. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement ouvert mon ordinateur, je me suis connectée à mes comptes et j'ai entamé les premières démarches pour les rayer définitivement de ma vie. Ils allaient apprendre que la fille qu'ils essayaient de briser était celle qui tenait tout l'édifice debout. Au matin, j'étais déjà assise à la table de la cuisine, mon ordinateur ouvert, alors que Chloé dormait encore dans sa chambre. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tourné en rond dans la maison et je n'ai appelé aucune amie pour me défouler. J'ai juste commencé à cliquer. D'abord, j'ai révoqué l'accès à la carte bancaire familiale, celle que mes parents utilisaient pour les « dépenses imprévues ». C'est curieux comme leur définition de l'imprévu se transformait toujours en crème de luxe, en notes de restaurant gastronomique ou en nouveaux meubles pour leur salon.
Je les avais laissés faire pendant plus d'1 an, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que j'espérais qu'ils finiraient par mûrir, qu'une partie d'entre eux apprendrait à être des grands-parents décents. C'était fini. J'ai clôturé le compte entièrement. Sans avertissement, sans discussion, juste quelques clics et c'était terminé. Ensuite, je suis passé au compte d'épargne partagée. Je l'avais gardé actif pour des raisons sentimentales, croyez-le ou non. Il avait été ouvert lors de mon mariage, à l'époque où je pensais encore que nous formions une grande famille unie. Après la mort de Thomas, je ne l'avais jamais fermé. Il servait à quelques prélèvements qu'ils utilisaient encore, mais j'en avais assez. J'ai transféré chaque centime vers 2 nouveaux comptes privés, l'un à mon nom et l'autre au nom de Chloé. Vers 10 heures du matin, mon père m'a appelé 3 fois. Je l'ai ignoré. Puis il a envoyé un SMS disant qu'il était à la pharmacie, que la carte ne fonctionnait pas et me demandant de vérifier dès que j'aurais un moment. Je n'ai pas répondu. Le silence du côté de ma mère était plus assourdissant que tous ces appels. Pas un mot, pas un message, rien, ce qui signifiait qu'elle savait très bien ce qu'elle avait fait. Elle savait exactement ce qu'elle faisait avec ce téléphone. Elle savait que cette photo ouvrirait une porte que j'avais verrouillée depuis près de 10 ans, et elle voulait qu'elle s'ouvre. Elle voulait que Chloé me regarde avec confusion, qu'elle demande « Maman, c'est qui ?» avec ce téléphone neuf entre les mains devant tout le monde. Ce matin de Noël, il voulait que ce moment m'anéantisse, mais cela n'a fait que clarifier les choses. Il n'avait aucun respect pour mes limites, il n'en avait jamais eu. Et maintenant, il ne respectait même plus l'innocence de Chloé. Il la voyait comme un outil pour me punir, pour tirer sur un fil du tissu de la vie que j'avais construite sans eux. Alors, j'ai continué. Ensuite, j'ai appelé mon expert comptable pour lui demander de retirer mes parents des notifications de conseillers d'entreprise. Ils n'avaient jamais été des associés officiels, juste des noms que j'avais laissés planer en arrière-plan pour qu'ils se sentent impliqués. 1 ou 2 fois par an, ils recevaient des rapports de performance. Je pensais autrefois que cela les rendait fiers, mais je voyais maintenant la réalité, c'était un levier de pouvoir qu'ils pensaient détenir. Terminé. Plus de rapports trimestriels. Plus d'appels de mon père demandant pourquoi notre audience sur les réseaux sociaux avait baissé ou pourquoi j'avais embauché quelqu'un. J'ai dit à mon comptable de préparer les documents pour une séparation nette. Ils n'avaient jamais figuré au conseil d'administration, mais émotionnellement, ils pensaient avoir leur place à table. Plus maintenant. J'ai préparé des crêpes pour Chloé et je lui ai dit quelques vérités avec douceur. Pas tout. Pas l'accident, pas l'enterrement, juste que son père ne reviendrait pas, qu'il était parti depuis longtemps et que je ne lui avais rien dit parce que je voulais la protéger le plus longtemps possible. Elle a hoché la tête sans dire grand-chose. Elle a été plus silencieuse que d'habitude ce jour-là et je n'ai pas insisté. Ce soir-là, Julien a débarqué. Il restait planté devant chez moi comme une statue, les bras croisés, hésitant à frapper. Je suis sortie et j'ai refermé la porte derrière moi. Il a dit que je surréagissais, que mon père était dans tous ses états et que ma mère n'avait pas décroché un mot de la journée, que je brisais toute la famille pour une stupide photo en fond d'écran. Je lui ai posé une seule question, est-ce que tu savais ? Il a hésité, puis a avoué qu'il avait vu le téléphone quelques jours avant Noël. Il a dit que ma mère lui avait montré l'écran d'accueil en riant. Elle lui avait dit que c'était « poétique ». Ce mot, encore une fois, poétique, comme s'ils avaient écrit une tragédie dans laquelle ma fille devait trébucher. Julien a commencé à hausser le ton. Il a dit que j'étais sans cœur, que je venais de leur couper les vivres et que je m'en allais comme si de rien n'était. Il avait raison sur un point, je partais pour de bon parce qu'il n'avait pas seulement franchi la ligne, il l'avait déterrée pour en tracer une nouvelle avec du sang. Après son départ, je me suis assise sur le canapé et j'ai fixé le dernier cadeau non ouvert sous le sapin. C'était le mien, de leur part. Toujours emballé dans du papier doré avec mon nom et une étiquette qui disait « Nous sommes toujours fiers de toi ». Je ne l'avais pas touché, mais je commençais à me demander ce qu'ils avaient mis à l'intérieur. Connaissant mes parents, Noël n'était pas la seule chose qu'ils avaient planifiée. J'ai attendu que Chloé soit endormie. Le cadeau était là depuis le matin. Après tout ce qu'ils avaient fait avec le téléphone, je n'avais plus aucune confiance. Mais quelque chose dans la façon dont ils l'avaient laissé,
comme si cela devait être le grand final de leur mise en scène perverse, m'a poussé à vouloir savoir. Je me suis assise par terre dans le salon, dans le silence de mort de la maison. Je n'ai même pas allumé la lumière. Je l'ai ouvert lentement, comme si je désamorçais une bombe. À l'intérieur, il y avait un cadre. Au début, je n'ai pas reconnu la photo. Elle semblait de qualité professionnelle, nette et brillante. Puis j'ai compris. C'était moi, enceinte de 7 mois, debout à côté de Thomas, tous les deux souriants. Cette photo avait été prise lors de ma fête de prénatal. Je me souvenais vaguement du moment. C'était l'une des dernières photos de nous deux. Je ne l'avais jamais partagée, jamais publiée, et je n'en avais certainement jamais donné de copie à mes parents. Ils avaient dû la trouver sur le vieux disque dur de Thomas que j'avais laissé chez eux une fois, à l'époque où je leur faisais encore confiance. Scotché au dos du cadre, il y avait une feuille de papier pliée avec l'écriture de ma mère, pour Chloé, pour quand elle sera prête à savoir qui était vraiment son père. Peut-être que d'ici là, tu seras prête à dire la vérité, toi aussi. C'était tout. Court, lourd, d'une manière que seule ma mère savait faire. Ce n'était pas juste une énième pique ou de l'agressivité passive. C'était une déclaration de guerre. Ils avaient tout prévu. La photo sur le téléphone n'était pas une maladresse isolée, cela faisait partie d'un plan plus vaste. Le fond d'écran, puis cette photo encadrée, puis la note. Chaque élément était une fissure soigneusement orchestrée dans la réalité que j'avais créée pour protéger Chloé. Il pensait lui faire une faveur ou, plus probablement, il se fichait de ce que cela lui ferait. Il s'agissait de me faire passer pour une menteuse, de montrer à tout le monde qu'il savait mieux que moi, qu'il détenait la vérité. Il voulait que Chloé voie le visage de Thomas avant que je ne sois prête. Il voulait qu'elle pose des questions auxquelles je n'étais pas préparée. Il voulait m'arracher ce moment pour se l'approprier. J'ai laissé le cadre tel quel. Je n'ai pas déchiré la note, je ne l'ai pas jetée. Je l'ai glissée dans un sac en papier, j'ai traversé la ville le lendemain matin et je l'ai déposée devant leur porte. Pas de message, pas de frappement, rien. Le temps de rentrer chez moi, j'avais déjà ouvert un dossier partagé avec mon avocat. Ce n'était plus personnel, c'était une question de contrôle et de légalité. Quand j'ai lancé mon entreprise il y a 5 ans, je sortais à peine du deuil. Mes parents m'avaient prêté de l'argent. Pas une somme énorme, mais assez pour lancer une petite boutique en ligne. Je les avais remboursés il y a 3 ans, mais à les entendre parler, on aurait cru qu'ils avaient financé toute ma vie. Ils me présentaient dans les soirées comme « notre fille qui dirige l'entreprise familiale ». Chaque fois, je me mordais la langue, je les laissais dire, pensant que c'était inoffensif. Mais maintenant, je voyais clair, ils ne me soutenaient pas, ils s'appropriaient ma réussite. Alors, je les ai officiellement écartés. J'ai appelé la banque et révoqué tous les accès partagés. J'ai envoyé à mon comptable une structure mise à jour et une directive pour mettre fin à tout rôle de conseiller ou flux de dividendes restant. Une coupure nette. Puis je suis allé plus loin, j'ai changé la biographie de l'entreprise, supprimant chaque mot qui faisait allusion à une inspiration familiale. J'ai réécrit l'histoire des origines pour ce qu'elle était vraiment, une entreprise bâtie par une mère célibataire avec rien d'autre que son chagrin, sa détermination et une fille pour qui se battre. L'après-midi même, j'ai reçu un appel de mon oncle, le frère de ma mère. Je ne lui avais pas parlé depuis 1 an. Il disait d'avoir entendu qu'il y avait des problèmes depuis Noël, que les choses avaient peut-être dérapé et que je devrais éviter de brûler tous les ponts. Je lui ai demandé s'il savait ce qu'ils avaient fait. Il a marqué une pause, a bafoué quelque chose sur les tensions familiales et les malentendus, puis a lâché « Ce sont quand même tes parents, Léa ». Encore cette phrase. Tout le monde finit toujours par la sortir. Comme si cela devait tout excuser, comme si cela annulait ce qu'ils avaient fait à une petite fille de 9 ans qui voulait juste jouer avec son nouveau téléphone et qui s'est retrouvée à fixer les yeux d'un fantôme dont elle ignorait l'existence. Ils avaient utilisé Chloé pour me punir, alors j'allais utiliser le seul langage qu'ils respectaient, le contrôle, le pouvoir et l'argent. Et ce n'était que le début. 3 jours après Noël, j'ai reçu un email du service des fraudes de la banque professionnelle. Quelqu'un avait tenté d'accéder à mon compte d'entreprise depuis un appareil non reconnu. Plusieurs échecs de connexion, puis une tentative de réinitialisation du mot de passe.
Le compte a été verrouillé immédiatement. J'ai appelé la banque, confirmé que ce n'était pas moi et demandé l'adresse IP. Elle menait directement à la maison de mes parents. Ils n'avaient même pas pris la peine de couvrir leurs traces. Soit ils étaient d'une imprudence totale, soit ils croyaient sincèrement avoir encore un droit sur ce que j'avais bâti. Quoi qu'il en soit, j'avais la preuve. J'ai sauvegardé l'email, je l'ai envoyé à mon avocat et je lui ai demandé de l'ajouter au dossier. Le lendemain matin, une lettre recommandée est arrivée chez moi. C'était de mes parents. Une véritable lettre imprimée de 4 pages. Ce n'étaient pas des excuses, c'était une liste. Un inventaire de toutes les façons dont ils estimaient que j'avais bénéficié d'eux au fil des ans, l'argent donné pendant mes études, les babysitting, les meubles de mon premier appartement, un chèque de 1 200 € quand j'étais enceinte et que je ne pouvais pas payer les réparations de ma voiture. Chaque élément avait une date et une valeur estimée. À la fin, ils écrivaient que, compte tenu du succès de l'entreprise, ils estimaient qu'une part de 15% du capital était juste. 15%. Ils essayaient de me facturer le fait d'être leur fille. J'ai tout lu en silence, j'ai replié la lettre et je l'ai placée dans le même dossier que l'alerte bancaire. Ce n'était plus seulement mon combat, ils laissaient une trace écrite et j'allais les laisser faire. Chloé, heureusement, n'avait aucune idée de ce qui se passait. Elle reprenait l'école dans quelques jours et se concentrait sur sa résolution de lire un livre par semaine. Elle a posé une seule question sur le téléphone, puis n'en a plus reparlé. J'ai laissé couler, une discussion suffisait pour l'instant. Puis est venu le coup de théâtre. J'ai reçu un appel de Claire, ma cousine du côté de ma mère. Elle avait l'air nerveuse et m'a dit « Je pense que tu devrais savoir quelque chose. Mamie est au courant. » Apparemment, ma grand-mère, la mère de ma mère, avait entendu des bribes de ce qui s'était passé à Noël. Pas toute l'histoire, mais assez pour appeler ma mère et lui poser des questions. Et la conversation avait tourné au vinaigre. Tellement mal que ma grand-mère lui avait dit carrément que si elle ne me présentait pas des excuses publiques et sincères, elle les rayerait de son héritage. C'était inattendu. Ma grand-mère ne s'implique jamais dans les drames familiaux, elle joue la neutralité comme un métier à plein temps. Mais quelque chose là-dedans avait franchi une limite, même pour elle. Peut-être la photo, peut-être la manipulation, ou peut-être le fait qu'ils essayaient de me soutirer de l'argent comme s'il s'agissait d'un contrat commercial raté. Quoi qu'il en soit, ils ont paniqué. Et 2 jours plus tard, ma mère s'est présentée à ma porte. Je ne savais pas qu'elle venait, j'ai ouvert parce que je pensais que c'était un livreur. Elle était là, tenant un plat en plastique comme si c'était une journée normale. Je n'ai rien dit, je l'ai juste regardé. Elle a demandé si on pouvait parler, disant que les choses avaient été confuses et qu'elle voulait juste arranger les choses. Je lui ai posé une seule question, est-ce que c'était ton idée de mettre cette photo sur le téléphone de Chloé? Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a baissé les yeux, puis m'a regardé et a dit, tu ne peux pas la laisser dans l'ignorance éternellement, Léa. C'était tout. C'était sa seule défense. J'ai fermé la porte. Pas de cri, pas d'explication, j'ai juste fermé. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un autre appel de Claire. Elle avait l'air secouée. Elle m'a dit qu'elle avait surpris une conversation lors d'un appel familial, mes parents parlaient de contacter la famille de Thomas. Les parents de Thomas et moi ne nous étions pas parlé depuis des années. Il y avait un passé lourd et inachevé entre nous. Mais si mes parents les contactaient maintenant pour remuer le passé ou raconter leur version de l'histoire, cela pourrait causer de réels problèmes, non seulement émotionnels, mais juridiques. Je n'ai pas dormi de la nuit parce que soudain, ce n'était plus seulement une question de vengeance. C'était une guerre qu'ils avaient déjà perdue sans le savoir. Et j'avais une dernière carte à jouer. Le matin après avoir appris qu'ils avaient appelé la mère de Thomas, je n'ai parlé à personne. Ni à Chloé, ni à Claire, ni même à mon avocat. Je suis restée assise à mon bureau, fixant le mur, essayant de comprendre quel genre de personnes continuent de faire subir cela à leur propre enfant. Quel genre de personnes ignorent chaque avertissement, chaque pont brûlé, et continuent de marcher droit vers les flammes comme si elles étaient immunisées? Puis j'ai ouvert mon ordinateur et je me suis mise au travail. La mise en demeure n'avait rien de dramatique ni d'émotionnel. Elle était chirurgicale,
4 pages de langage juridique pur stipulant qu'à partir de ce moment, mes parents avaient interdiction de s'associer publiquement à moi, à mon entreprise ou à Chloé dans tout contexte promotionnel, personnel ou professionnel. Elle précisait en termes très clairs que l'entreprise était la mienne, qu'elle n'était pas une affaire de famille et qu'elle ne s'en inspirait pas. Toute tentative de suggérer le contraire serait traitée comme de la diffamation ou de la fraude. Je l'ai signé, envoyé par email et j'ai senti un mince sentiment de contrôle revenir. Mais je n'avais pas fini. Il restait un petit compte bancaire insignifiant que j'avais ouvert il y a des années, un vestige de l'époque où l'entreprise n'était qu'une idée et où je croyais encore que le soutien de mes parents comptait. Ce compte n'offrait qu'un accès en lecture seul à mon père. Aucun droit de dépense, aucun contrôle réel, juste de la visibilité. Je l'avais laissé ainsi pendant des années, le laissant se connecter, regarder les chiffres grimper, s'imaginant probablement qu'il était toujours impliqué. Je ne sais pas pourquoi je l'avais laissé ouvert si longtemps, peut-être une part de naïveté en moi pensait qu'il serait fier. Je l'ai fermé cet après-midi-là, j'ai transféré les fonds un peu moins de 28 000 € sur le compte d'études de Chloé, puis j'ai transféré l'email de confirmation automatique à mon père. Pas d'objet, pas de message, juste l'avis, ce compte a été clôturé par le titulaire principal. 15 minutes plus tard, mon téléphone s'est allumé. Mon père, puis encore lui, puis Julien, puis ma mère. Aucun n'a laissé de message vocal. Pas un seul. Juste le silence des sonneries qui traînaient un peu trop longtemps avant qu'ils ne renoncent. Ils pensaient encore que j'allais craquer, que j'allais décrocher pour hurler ou pleurer. Mais il n'y avait plus rien à expliquer. Et puis, les retombées ont commencé. Claire est arrivée chez moi sans prévenir. Je l'ai laissée entrer, surtout parce qu'elle était la seule à ne pas avoir pris parti. Elle se tenait maladroitement dans le couloir avec un sac contenant un cake au citron et un mot écrit à la main par ma mère. Je ne l'ai pas pris. J'ai demandé ce que disait le mot. Claire a hésité, elle veut que tu arrêtes. Elle dit que ça va trop loin. Elle pense que tu vas les ruiner. J'ai regardé Claire et je lui ai posé une seule question, est-ce qu'ils t'ont dit ce qu'ils ont fait à Chloé? Le visage de Claire s'est décomposé. Elle a hoché la tête. Ils ont dit. Ils ont dit qu'ils ne pensaient pas que ça aurait de l'importance. Que Chloé devait savoir et que tu ne faisais que retarder l'inévitable. C'était leur défense. Ils prétendaient faire ça pour Chloé. Comme si choisir de briser l'innocence d'un enfant le matin de Noël avec la photo d'un mort était un acte de compassion. Claire ne les a pas défendus. À son crédit, elle n'a pas cherché d'excuses. Elle a juste murmuré « Je suis désolée » et a laissé le gâteau sur le perron avant de s'en aller. Ce soir-là, j'ai pris une décision. J'ai rédigé un communiqué, rien de mélodramatique, juste un message à mes clients, partenaires et abonnés. J'expliquais que l'entreprise entamait un nouveau chapitre et que, dans le cadre d'une restructuration personnelle, toutes les affiliations informelles antérieures étaient dissoutes. Je n'ai cité aucun nom, je n'ai pointé personne du doigt, mais le sous-entendu était limpide. C'était à moi. Pas à mes parents. Pas à nous. Ce n'était pas le produit d'un héritage familial solidaire. C'était à moi seul. J'ai cliqué sur envoyer. 24 heures plus tard, j'ai reçu le message qui m'a glacé. Ce n'était pas de mes parents, ni de Julien, ni de Claire, ni de la mère de Thomas. C'était quelqu'un dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis près de 10 ans, la sœur de Thomas. Elle disait d'avoir entendu parler de sa mère, qu'il y avait beaucoup de bruit autour de Chloé ces derniers temps, qu'elle ne savait pas ce qui était vrai ou faux, mais qu'elle aimerait beaucoup la rencontrer un jour si j'y étais ouverte. Cela m'a prise au dépourvu. Nous n'avions jamais été proches, mais elle n'était pas comme sa mère non plus. Elle s'était tenue à l'écart du chaos à la mort de Thomas. Maintenant, elle tendait la main, sans colère, sans accusation, juste par curiosité. Je ne savais pas quoi faire de cela. Une partie de moi voulait refuser, l'autre se demandait si cela pouvait être quelque chose de différent, de meilleur, une façon de donner à Chloé un lien avec son père sans qu'il soit empoisonné par la manipulation. Mais je n'ai pas eu le temps de décider car un autre message est arrivé. Un numéro inconnu, une seule phrase, tu le regretteras quand elle découvrira ce que tu caches. Pas de nom, pas de suite. Et j'ai su que ce n'était plus seulement à propos de la photo.
Mes parents détenaient encore quelque chose et ils étaient prêts à s'en servir. Le message est resté sur mon écran comme un cauchemar. Je l'ai fixé longtemps, non pas parce que je ne savais pas ce qu'il signifiait, mais parce que je le savais trop bien. Il ne pouvait faire référence qu'à deux choses. L'une était évidente, le fait que j'ai attendu si longtemps pour dire la vérité à Chloé sur son père. Mais ils avaient déjà joué cette carte à Noël. Non, c'était autre chose, quelque chose de plus profond. Je suis allée chercher la petite boîte ignifugée au fond de mon placard et j'ai sorti le dossier que je n'avais pas touché depuis des années. À l'intérieur se trouvaient les papiers de l'accident, les rapports de police, les lettres d'assurance, l'autopsie et le testament de Thomas. C'était ça. C'est de cela qu'il parlait, le testament. À la mort de Thomas, mes parents avaient proposé de m'aider pour toute la paperasse. Je me remettais d'une grossesse difficile, j'essayais de comprendre comment élever un nouveau-né seul, et ils avaient proposé de gérer le côté juridique, les dépôts, les notaires. Je n'avais presque rien lu, je leur faisais confiance. Mais je me souvenais d'une chose, quelque chose que mon avocat m'avait glissé discrètement un an après avoir lancé l'entreprise. Il avait dit que l'assurance vie de Thomas avait été transférée exceptionnellement vite, que l'ouverture du compte avait nécessité 2 signatures et que l'une d'elles était celle de mon père. Je n'avais pas posé de questions à l'époque, j'étais submergée par la survie. Mais maintenant, tout faisait sens. Il ne m'avait pas seulement aidé, il s'était infiltré partout, dans l'entreprise, dans la succession, dans l'argent, dans l'avenir de Chloé. Et maintenant que je m'éloignais, il paniquait, menaçant de tout révéler parce que si Chloé voyait un jour ses papiers, si elle découvrait qu'une partie de ce qui nous avait été laissé avait été discrètement détournée vers des comptes dont j'ignorais l'existence. Il savait que cela briserait quelque chose en moi. Mais je ne m'en souciais plus. Ce soir-là, j'ai fait asseoir Chloé. Je lui ai tout dit, pas seulement sur son père, mais sur la photo, sur le fond d'écran, sur la note au dos du cadre. J'ai expliqué du mieux que j'ai pu que certaines personnes, même celles qui sont censées nous aimer le plus, essaient parfois de contrôler des histoires qui ne leur appartiennent pas. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas dit grand-chose, mais elle m'a serré fort dans ses bras, puis elle m'a demandé si on pouvait faire ce voyage que je lui avais promis, celui qu'on repoussait chaque année depuis ses 6 ans, le Canada. Nous avons réservé les billets le soir même. Le lendemain matin, j'ai appelé la sœur de Thomas et je lui ai dit la vérité sur tout. Que je ne savais pas si Chloé était prête à rencontrer sa famille, que cela prendrait du temps. Elle n'a pas insisté. Elle a juste dit, j'attendrai, et je suis là si elle veut savoir qui il était. Puis elle a ajouté une phrase qui m'est restée, tu l'as protégé. Personne n'a le droit de te dire que c'était mal. 3 jours plus tard, mes parents ont envoyé un dernier email. Il était différent, pas de culpabilité, pas de menace, pas de revendication de part sociale. Juste 4 lignes, nous ne savions pas comment te joindre autrement. Nous comprenons que tu as fait ton choix. Si tu changes d'avis, nous serons là, mais nous ne t'importunerons plus. Et pour une fois, je les ai crus. Non pas parce qu'ils avaient changé, mais parce qu'ils avaient compris qu'ils avaient tout perdu, l'argent, l'influence, le lien. Moi. Il n'y a pas eu de fin dramatique, pas d'excuse qui répare tout, pas de réconciliation soudaine autour d'un café. Juste la rupture nette et silencieuse d'un fil qui s'effilochait depuis des années. Parfois, la famille n'est pas une question de sang, c'est une question de limite. Et mes parents me l'ont appris à la dure. Désormais, Chloé va grandir en connaissant la vérité, toute la vérité. Et non pas la version tordue que mes parents ont essayé d'écrire pour elle, mais la vérité qui compte. Sa mère n'a pas fui, elle n'a pas menti par peur, elle l'a protégée. Et quand le moment est venu, elle lui a montré toute l'histoire, aussi difficile soit-elle.